Hello les amigos, bienvenue dans ces nouvelles vidéos. C'est officiel, je me lance dans cette chaîne YouTube pour de vrai. J'ai commencé un petit peu après ma rupture, puis en fait après je savais pas trop. Mais en fait, moi je suis entrepreneur depuis 8 ans et là j'ai senti que c'est la saison de ma vie pendant laquelle j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris au cours de mon chemin et parcours sentimental, puisque c'est le domaine dans lequel j'ai bien galéré et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à me poser plein de questions, à pas trouver de réponse et à trouver personne pour m'aider jusqu'à un certain point. Et j'ai vraiment fait ça sur plusieurs années. C'est-à-dire que ça fait des années que j'essaie de comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui cloche chez moi ou c'est quoi le problème quoi. Moi je voulais juste avoir une belle relation et j'étais super frustrée de pas y arriver et que personne n'arrive à me dire autre chose que peut-être que t'es trop exigeante ou peut-être que tu fais peur aux gens parce que t'es indépendante. Bon, c'est pas ça le problème. On en parlera dans de prochaines vidéos. En tout cas, bienvenue. Du coup, ça c'est la première vidéo qui marque le début de cette nouvelle histoire. L'idée, ça va être de publier plusieurs vidéos par semaine sur tous ces sujets. J'ai tellement de choses à dire, tellement. Et j'ai vraiment envie de vous aider à, du coup, en tout cas, d'aider les personnes qui traversent les choses que moi j'ai traversées, à passer de l'autre côté, parce que maintenant moi je suis de l'autre côté, même si je suis encore en chemin. J'ai encore plein de trucs sûrement à travailler, des choses qui bloquent et tout, mais par rapport à il y a 4 ans, ça a tellement évolué et ça me fait tellement du bien, c'est tellement plus serein pour moi la vie sentimentale aujourd'hui que voilà, c'est là que je veux vous emmener. Donc, premier sujet que j'ai choisi, pourquoi tu t'attaches vite quand quelqu'un te plaît. Et ce qu'on va faire, donc si vous me voyez regarder par là, c'est parce que j'ai mes petites notes sur mon ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est que la vidéo va être séparée en 3 parties. Déjà, je vais revenir un peu sur le profil, c'est-à-dire les symptômes, qu'est-ce que j'entends par s'attacher vite. Je vais vous donner plusieurs exemples, puisque j'en ai beaucoup dans mon parcours sentimental. Et deuxième partie, on parlera du vrai problème derrière ce problème. C'est un peu le but ici, c'est que tu puisses comprendre au travers de ce que tu vis, de comprendre en fait ce qui se joue en toi et ce qui se cache derrière, et parce que c'est le truc qu'il y a derrière qui bloque en fait. Et donc c'est ça qu'il faut aller regarder pour pouvoir changer, si tu veux, la surface, le symptôme, ce qui se passe dans ta vie sentimentale. Et en troisième partie de la vidéo, on parlera de quoi faire à la place. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à dire, donc je me suis dit je vais pas trop noter de choses justement parce qu'en fait sinon on va parler pendant 2 heures, donc je vais plus y aller en mode freestyle avec juste les quelques mots clés que j'ai donnés. Et de toute façon c'est le but de toute cette chaîne YouTube. On en reparlera, il y aura sûrement d'autres vidéos à nouveau sur ce sujet, donc là je vais dire ce qui me vient aujourd'hui intuitivement sur cette partie-là, et on en reparlera autant qu'il faut jusqu'à ce que ce soit guéri pour toi et que ce soit plus un problème. Donc c'est parti, je vais commencer par te raconter un peu des histoires de voilà, pour que tu vois si cette vidéo s'adresse à toi, que tu vois si tu te reconnais dans le profil. Donc, je vais te parler de quelques aventures que j'ai eues dans ma vie sentimentale, enfin aventure dans le sens expérience, enfin bref. Donc parlons de Juan. Bon, j'avoue là aujourd'hui c'est les vrais prénoms parce que de toute façon ils sont étrangers, donc il y a peu de chances qu'ils tombent sur ces vidéos. Et en vrai c'était il y a plusieurs années, donc je pense que c'est pas trop un problème. Pour les trucs plus récents, peut-être que je changerai les prénoms, ou les gens susceptibles de tomber ici aussi pour des soucis d'anonymat, quoi, les pauvres, ils ont rien demandé. Donc Juan était un Argentin que j'avais rencontré au Mexique. Déjà, tu vois, c'est l'histoire qui fait rêver. Je suis digital, enfin, mon métier me permet d'être digital nomade. Et donc, en 2018, j'ai passé 8 mois en Amérique latine, dont 3 mois au Mexique. J'ai rencontré Juan en jouant au beach volley. Il m'a tout de suite plu, il était beau, il était sexy. J'ai senti qu'il y avait un petit peu de dragouille et tout. Et c'est moi qui lui ai demandé son numéro, enfin, qui ai suggéré qu'on garde contact. Et après, il m'envoyait des petits messages avec des petits cœurs, il était trop mignon. Du coup, moi, j'étais enflammée de ouf, emballée comme pas possible. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui me plaisait autant, je pense.
Bon, peut-être pas la première fois, mais en tout cas, où c'était un peu réciproque comme ça, où il y avait un petit peu ce jeu. Et en gros, donc, moi, je me suis bien emballée dans ses débuts parce qu'il me plaisait. Ça avait l'air d'être réciproque. Il y avait clairement de la séduction et du désir mutuel. Et il était trop mignon dans ses messages, il me proposait qu'on se voit, il m'envoyait des petits cœurs. Et moi, cette partie-là a fait que je pensais qu'il était intéressé pour plus que quelque chose de charnel. Et la suite, c'est que moi, du coup, j'étais trop à fond, je me projetais déjà avec lui. Et en fait, je me disais, voilà, en fait, puis vite, il faut le faire maintenant parce que je pars dans un mois et demi. Donc vite, si on veut vivre quelque chose, c'est maintenant. Moi, ça me fait pas peur après d'être à distance et que... mais il faut construire quelque chose maintenant pour que ce soit solide avant que je parte et qu'on soit à distance. Puis peut-être ça se trouve on voyagera ensemble et peut-être ça va me faire que je vais rester ici parce que si je suis amoureuse, ça me dérange pas de rester parce qu'après, c'est pour ça que je suis partie aussi en voyage. Donc j'étais à fond. Et après j'ai été déçue puisque en fait je suis partie 10 jours en voyage avec mes parents d'ailleurs. Et d'ailleurs je disais à ma mère oui j'ai rencontré quelqu'un. Je crois que ça va donner quelque chose, je lui ai montré une photo, j'étais trop contente, trop fière de montrer ce mec que je trouvais trop beau et tout. Et finalement, pendant que j'étais en voyage, en gros, la discussion a commencé à vraiment baisser. Je passe l'épisode aussi où j'ai reçu des nudes. Ça, c'est encore un autre sujet. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur une vidéo. Je crois qu'il y a des censures parfois selon les mots qu'on dit. On verra. Et quand je suis revenue de voyage, en fait, en gros, la discussion a vraiment largement baissé. En fait, il a arrêté de montrer de l'intérêt. Faut dire que j'avais refusé 4 ou 5 fois. Il m'avait invité à venir chez lui, mais moi, je voulais une relation, tu vois. Je voulais pas juste une nuit. Et donc, je voulais le faire patienter un peu parce que je voulais d'abord construire quelque chose au-delà de ça. Et en fait, il y a rien du tout qui s'est construit. Il en avait en fait rien à faire. Enfin, je veux dire, en fait, du coup, il ne s'est rien passé. Et moi, cette histoire m'a je me suis émotionnellement, elle a été très très douloureuse. Et en fait, pour tout vous dire, ça a été le point de départ de toute ma quête. Où là, je me suis dit, en fait, là, il y a quelque chose qui va pas. Parce que ce mec que je connais depuis 10 jours ou 3 semaines, je sais plus à l'époque, comment c'est possible qu'il me fasse un tel effet émotionnel? Je ne le connais quasiment pas. Et je pleurais, j'ai pleuré pendant 3 jours, je me sentais tellement malheureuse, tellement mal. Et j'étais consciente, c'est-à-dire que vraiment, il y avait 2 parts en moi, il y avait la partie ultra triste, et l'autre partie rationnelle qui disait, mais attends, mais c'est pas normal de pleurer comme ça et d'être si mal par rapport à quelqu'un que je connais depuis 10 jours ou 3 semaines. C'est pas normal. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui est pas normal et qu'il faut que j'aille voir. Ça, c'était en 2018 et c'est de là que je me suis mise vraiment à fond dans les recherches là-dessus. J'avais commencé avant parce que je sais qu'en 2016, j'avais déjà acheté un pack de PDF là-dessus qui m'avait pas beaucoup aidé d'ailleurs. Au contraire, ça m'a créé une croyance limitante. Bref, ça c'est Juan. Maintenant, je vais vous raconter Alejandro. Alejandro, comme vous le voyez, autre prénom hispanique. C'est comme un petit... style, comme on dirait. Mais ça, c'est encore un autre sujet dont on pourra parler, le fait de s'intéresser à des personnes qui ne partagent pas la même langue et la même culture, même si bien sûr tout est possible, mais mine de rien, c'est un frein. Et je pense que c'est pas pour rien que je m'intéressais à ces personnes, parce qu'Alejandro, c'était en France. Donc c'est encore pire, entre guillemets. Bref, on en reparlera. Donc Alejandro habitait à 50 minutes de chez moi. C'est moi qui me suis déplacée. Il a eu 15 minutes de retard alors qu'il habitait à 15 minutes, ce que j'ai trouvé hyper irrespectueux, mais ce qui n'a pas du tout empêché la suite, à savoir que quand je suis repartie de ce date, j'avais des cœurs dans les yeux. Je disais à tout le monde, mais j'ai l'impression d'être déjà amoureuse, est-ce que c'est possible? C'était le meilleur date de ma vie. J'avais adoré, je l'avais trouvé beau, charmant, on avait trop rigolé, j'avais l'impression qu'on s'était trop bien entendu, on avait parlé en espagnol. Moi, je suis un peu rouillée, mais du coup, justement, ça avait contribué au fait que c'était rigolo, parce que parfois, je cherchais mes mots et je mimais pour dire les trucs. Et en fait, il était vachement accueillant de ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on avait trop une bonne vibe, on a trop rigolé. Il y avait vraiment de la séduction dans le regard et tout, donc c'était trop agréable.
À la fin, il m'a dit qu'il voulait me revoir. Il m'a dit que ça lui plairait de venir à Montpellier parce que il était pas très loin. Enfin, mais du coup, il habitait pas là-bas, donc ça aurait été une occasion de visiter. Donc, on était un peu en train de planifier ça pour genre 2 semaines plus tard. Et il me fait un petit bisou sur la joue en partant. Donc, il n'y avait pas eu vraiment la transformation, mais tant mieux. J'aimais bien que ce soit comme ça. Et vraiment, pendant tout mon blablacar du retour, je ressentais tellement quelque chose dans mon cœur, tellement d'émotions. Je me disais, waouh, mais je suis trop contente de cette rencontre. Et c'était vraiment trop bien. Et je rêvassais. Enfin, vraiment, j'étais trop à fond. Et ce qui a suivi, c'est que donc on a un petit peu discuté par message, puis très vite c'est devenu un peu décevant la façon dont on discutait. En fait, il se passait pas grand-chose. Il mettait 1000 ans à répondre. Il m'inventait des excuses. Finalement, il m'a plus ou moins posé un lapin. C'est-à-dire il a fait en sorte que ce soit pas très clair et que finalement on dise pas ok, on se retrouve à telle heure, etc. Puis il a posté une story montrant qu'il était quand même venu ce week-end là à Montpellier, mais il me l'a pas dit. Enfin bon. Ah, rien que d'y repenser, je me sens super mal. Je détestais tous ces moments que j'ai vécus qui étaient comme ça. Mais le pire, c'est que tu dois savoir de quoi je parle si tu vis ça aussi. C'est que dans ces moments-là, même si on a ces sentiments négatifs, quand il se passe ça, là, vraiment, tu sens en fait que t'es pas bien parce que c'est décevant. Et toi, t'es là, mais je comprends pas ce qui se passe. Et tu te poses 1000 questions. Tu te dis, mais pourquoi la personne elle fait ça? Je croyais qu'on s'était bien entendu. Elle m'a dit qu'elle avait envie de me revoir. Je comprends pas pourquoi d'un coup elle veut plus. Et puis c'est pas du tout gentil de me poser un lapin comme ça. Pourquoi il me l'a pas dit? Il a vraiment fait exprès. Puis en plus il poste une story. C'est trop méchant. Genre il sait très bien que je vais la voir et tout. Enfin genre t'es trop mal. Et malgré tout, toi tu veux toujours absolument un truc avec ce mec-là. Et tu veux. Alors peut-être pas après cet épisode de Montpellier, mais après tu vas revenir et dire oui, mais j'ai vu ça, mais je comprends pas, machin. Enfin, beaucoup discuter et essayer de réparer le truc, et essayer de s'accrocher à ça. Donc, si tu te reconnais dans cette vitesse à laquelle on peut... je me suis emballée pour ces 2 personnes. Et c'est marrant parce que hier, j'ai discuté avec une copine et elle me racontait son histoire et elle est en train de vivre exactement la même chose. Et d'ailleurs, je me suis mise en mode full conseil alors que j'ai fait que l'interrompre, ce qui était pas du tout cool. Je me suis dit, ok, plus jamais faut que je fasse ça, je vais garder mes conseils pour les vidéos YouTube. Anyway. Bon voilà, donc si tu te reconnais dans cette description du phénomène, voilà le vrai problème derrière ça. Donc le vrai problème derrière le fait de s'attacher vite, donc comme dirait mon ancienne coach, de s'amouracher. Parce qu'en fait, alors certains diront que oui, le coup de foudre existe, mais je peux te dire que dans ces exemples-là, ce n'était pas de l'amour. Et en fait, quand on ressent ça et qu'on est un peu presque hors de soi et qu'on est à fond comme ça, c'est pas de l'amour, on n'est pas amoureux, c'est pas ça qui est en train de se passer. C'est de l'attachement. Et plus précisément, c'est de l'attachement à une histoire qu'on se raconte et à l'espoir qu'on a que ça devienne plus. Et tu vois, moi là, tout de suite, je me projetais dans une relation avec eux. Alors qu'on ne peut pas se projeter dans une relation avec quelqu'un qu'on connaît après 1 date, 2 dates. On ne connaît pas quelqu'un après 2 dates, même après un certain nombre de dates. Il faut du temps pour connaître une personne, pour comprendre ses intentions sur le long terme, pour vérifier d'un côté et de l'autre qu'on se sent bien ensemble et qu'on a envie de quelque chose ensemble. Des mots qui sont incorrects à ce stade-là, c'est de dire j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de bâtir avec toi. C'est trop tôt en fait. On se connaît pas du tout assez pour dire ça. Ou même, ne me dites pas dans les commentaires que si y en a un qui est passé récemment là-dessus, que si vous étiez dans la même ville que moi, vous me chéririez. Vous ne me connaissez pas, en fait. Donc, on peut pas dire ça. C'est pas parce que quelqu'un nous plaît ou a l'air gentil que on veut construire quelque chose avec lui. Là, à ce stade, ça veut dire j'ai une attirance, je veux aller voir plus loin. J'ai besoin de connaître la personne, de connaître son cœur. J'ai besoin de voilà. Je suis en train de mélanger déjà le problème et quoi faire à la place. Je vais essayer de pas faire ça.
Le problème derrière tout ça, donc c'est l'histoire qu'on se raconte, on extrapole à partir de peu, c'est-à-dire qu'on se base sur le fait qu'on est attiré et que ça s'est bien passé à ce premier ou ce deuxième date pour extrapoler et se dire ça veut dire qu'il y a un gros potentiel de relation. Et en fait, ce n'est pas le cas. Le potentiel de relation, il se dévoile dans la durée. Il y a juste un potentiel d'attirance en fait et de potentielle compatibilité de valeurs, de personnalité. Mais c'est tout ce qu'on sait à ce stade. Et en fait, donc le premier palier du vrai problème qu'il y a derrière, ça, c'est le fait qu'on s'attache à une histoire, on s'attache à un potentiel, on s'attache au fait qu'on a envie que ça devienne plus. Et c'est parce qu'on est attaché à cette histoire que on omet un petit peu tout ce qui va pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, le fait qu'il arrive avec 15 minutes de retard, puis aussi, il a fait une petite réflexion sur le fait que, enfin, il aimait pas trop se balader, alors que moi, ça fait clairement partie de mon mode de vie. Je me disais, ah ouais, ok, on n'est peut-être pas du tout du même monde, en fait. Mais c'est pas grave, tout ça, tu l'omets, tu te dis, non, mais c'est pas grave, l'amour dépasse tout, l'amour surmonte tout, c'est pas un souci. Donc, c'est cette histoire à laquelle on s'attache. C'est parce qu'on a envie de croire à cette histoire. En fait, c'est un fantasme. On se crée une histoire, on se crée un fantasme à partir de ces quelques petits éléments. Et c'est pas quelque chose d'ancré, de vrai. Ce n'est que de l'attirance, de la connexion à ce stade. Maintenant, le deuxième palier. Pourquoi est-ce qu'on se crée cette histoire et on s'attache à cette histoire ? Je vais dire 3 choses. La première, c'est la blessure. C'est une blessure d'attachement. Et a priori, ce comportement, c'est l'attachement anxieux. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, il y a le système nerveux qui se met en mode alerte et qui se dit, si je renforce pas le lien, je risque de perdre cette personne. Et donc, en fait, dès qu'on a quelqu'un qui nous plaît, il y a quelque chose qui switch en nous. On passe en mode alerte dans le système nerveux et d'un coup, il y a une forme d'angoisse de je veux absolument quelque chose avec cette personne, je veux absolument m'assurer que ça se passe, donc je vais lui écrire, je vais prendre les devants, je vais lui dire mais attends, c'est avec qui que tu as bu un verre là sur ta photo, je vois qu'il y a 2 bières, c'est qui, on a peur que ce soit une autre femme. Et en fait, on va être là à regarder les moindres choses, à être vraiment en mode alerte. Parce qu'on veut contrôler et se rassurer sur le fait qu'il y a un avenir avec cette relation. Cette blessure d'attachement, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. On en reparlera en long, en large, en travers, je pense, sur cette chaîne, parce que moi, je suis clairement concernée aussi. C'est un travail, c'est pas en une vidéo qu'on peut régler ça, c'est sur la durée. Mais déjà de savoir qu'il y a un mécanisme, que ce mécanisme c'est le système nerveux qui switch parce que on a en fait une blessure d'attachement qui vient de l'enfance, qui fait que, en gros, globalement, c'est quand on était petit, on a eu l'impression que on n'était pas tout à fait considéré dans nos émotions ou là je suis en train de m'embarquer dans des explications alors que j'ai pas du tout préparé cette partie. On va juste dire que ça vient de l'enfance, on reviendra là-dessus plus en détail quand je l'aurai préparé. Mais en tout cas, sache que voilà, il y a plusieurs styles d'attachement qui viennent de comment on a ressenti les choses étant enfant. Quand on a un style d'attachement anxieux, on a cette anxiété, cette peur que la personne ne s'intéresse pas à nous, de la perdre et que de ne pas obtenir la relation qu'on a envie d'avoir avec cette personne. Donc on devient comme ça à absolument vouloir quelque chose, et ça met un peu de pression et d'attente, honnêtement, moi on me l'a souvent dit. Et en tout cas, c'est ça qui explique ce comportement. Il y a aussi le principe de vide intérieur, c'est-à-dire d'avoir du mal en gros, de compter sur l'autre pour nous apporter l'amour. De vraiment avoir l'impression que c'est en ayant un partenaire que on sera complet. Et je peux te dire que je déteste quand on dit ça parce que je pense que même moi, j'ai pas terminé le chemin là-dessus. Et on a tous droit à l'amour, on a le droit de vouloir l'amour. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas le vouloir et j'aime pas le principe de il faut être bien seul avant d'être avec quelqu'un parce que je pense qu'on a le droit à l'amour à n'importe quelle étape de notre vie.
Il faut juste être conscient de dans quelle étape on est. Et du coup, on va avoir des partenaires qui correspondent à cette étape et qui vont peut-être parfois même nous faire travailler sur cette étape. Donc, en tout cas, ça peut jouer. Le vide intérieur et la difficulté à se sentir complet seul, parce que du coup, on cherche un petit peu plus à ce que l'autre vienne nous apporter quelque chose qui nous manque. Et souvent, ce quelque chose qui nous manque, c'est de l'amour. C'est de l'amour de soi qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même. Et c'est lié aussi, la blessure d'attachement, c'est souvent une blessure de rejet. Quand on a des difficultés dans le début de la relation comme ça, c'est souvent plus la blessure de rejet. Enfin, bon, peut-être à vérifier. En tout cas, c'est mon expérience et je pense que si tu t'es reconnu dans la vidéo, c'est ce que ça te concerne toi. Et la blessure de rejet, c'est la peur de ne pas être aimé pour qui on est. Et ça, tu vois à quel point c'est lié à l'amour de soi. C'est-à-dire que si on résout le « je m'aime pour qui je suis » et que je ne l'attends plus de quelqu'un d'autre, j'ai moins peur du rejet en fait. Et donc, j'ai moins le style d'attachement anxieux où j'ai absolument besoin que la première personne que je rencontre qui correspond à peu près à mes critères soit la personne avec qui je vais avoir une relation. Et le troisième truc que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est, moi je sais que j'avais une impression de rareté. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était tellement rare que je rencontre quelqu'un que je trouve beau et avec qui je ressens une vraie connexion, que quand ça arrivait, je voulais pas le lâcher. Je me disais, je peux pas le lâcher parce que, en fait, peut-être que ça me arrivera plus jamais. Et ça, c'est un état d'esprit de manque. Et en fait, si c'est arrivé une fois, ça peut arriver 15 fois. En vrai. Et c'est pas tellement une question de rareté du nombre de personnes qui... Attends, cette phrase est trop complexe. Donc, le problème n'est pas qu'il y a peu de personnes qui susceptibles de te plaire dans ta vie avec qui avoir une connexion. En fait, il y en a des tonnes. Le problème, c'est plutôt qu'on a tendance à pas regarder au bon endroit ou avoir une forme un manque d'ouverture. Et tout ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Bon, maintenant, passons à la troisième partie. Quoi faire à la place à la place de tes comportements actuels. Donc, quand tu t'attaches très vite et que du coup, tu es là, tu écris et tu veux absolument créer quelque chose avec l'autre personne et tu te poses plein de questions quand la personne, elle prend ses distances ou qu'elle a l'air de pas t'en vouloir, etc. Voilà quoi faire à la place. Le premier concept, c'est que quand on fait ça, on a tendance à juger les personnes sur des critères objectifs, alors qu'il faut juger sur des critères subjectifs. Explication. Les critères objectifs, c'est tout ce que n'importe qui rencontre cette personne à un événement ou quoi pourrait dire juste, ou même en lisant sur... On pourrait même le dire de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un artiste, si on connaît sa vie, voilà, on peut... C'est les critères objectifs, c'est l'apparence physique, donc il est beau. Il est bien foutu. C'est les qualités personnelles, il est gentil, il prend soin des gens. C'est les valeurs, c'est quelqu'un qui aime voyager, c'est quelqu'un qui s'investit dans du bénévolat, c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille. Et c'est les critères, tous les critères, on va dire, de réussite, de statut. Donc, c'est le capitaine de son équipe de sport. Wink wink à ma pote d'hier. Il est entrepreneur. Alors, je pense pas que les gens ici soient comme ça, mais il a une belle voiture. Je pense pas que vous soyez attaché à ce genre de critères, mais voilà, ça pourrait être ce genre de truc. Les critères subjectifs, c'est comment la personne se comporte avec nous. Et donc, ce qui est très très clair dans toutes les expériences que j'ai vécues avec ces hommes-là, et encore ce que m'a raconté mon ami hier, et ça m'animait, c'est pour ça que j'essaie absolument de lui dire « Non, mais il faut que tu laisses tomber, il faut pas que tu continues avec lui et tout. » Je vais boire un petit coup. J'ai peur que mes cheveux soient sur le micro. Qu'est-ce que je disais? Oui. Dans toutes ces expériences, ce qui est très clair, c'est que j'étais attachée à tout ce que ces personnes représentaient. Donc, que je les trouvais beaux, j'ai trouvé beau, sexy, il y avait une connexion. Mais la connexion, c'est pas un comportement envers nous. C'est différent, hein, je différencie les deux.
Bon, et finalement, et il m'envoyait des petits messages, des petits cœurs. En fait, on s'accroche à très très peu, qui en fait est la base de ce qu'on devrait attendre dans une relation sentimentale. Et les critères subjectifs, c'est la façon dont la personne se comporte avec nous. Donc typiquement, Alejandro qui arrive 15 minutes en retard et qui s'excuse pas vraiment. Enfin, déjà, je trouve ça vraiment... Enfin, en termes de valeur, genre t'habites à 15 minutes, j'habite à 50 minutes, t'arrives après moi, je trouve ça abusé, quoi. Abusé. Et en plus, et surtout si tu t'excuses... Enfin, en fait, il s'excusait, mais d'une façon où tu sentais que c'était pas très sincère. C'est ça, le truc. Juan qui m'envoie... en fait, qui me faisait très bien comprendre depuis le début que ce qu'il voulait, c'est une relation charnelle et pas plus. C'est moi qui comprenais pas, mais qui m'envoie une photo de ça. On me dira pas quoi. Et le pire, c'est que quand j'y repense, je me dis que même si ça m'a un petit peu choquée, je suis quand même rentrée dans le jeu. Enfin, c'est ça le pire, mais bon. Ça, c'est quand du coup, on a fait le chemin, on se rend compte des trucs. Bref. Ah, je parle trop, je me perds. C'est ma première vidéo, faut le temps que je me rôde un peu. Ma première vidéo de ce style-là. Donc, il faut se centrer sur les critères subjectifs, c'est-à-dire, concrètement, est-ce que la personne, elle te traite bien? Et si la personne, il y a que toi qui va la voir, c'est jamais elle qui se déplace. Si elle te dit qu'elle va t'appeler, elle t'appelle pas. Attends, c'était quoi l'autre truc? Tu bookes ton billet de train pour aller le voir. Il annule à 2h du matin, 5 heures avant que tu partes. Il te dit oui, j'ai super envie de te voir. Et 4-5 fois d'affilée, il trouve des excuses pour que finalement ça ne se fasse pas. Peu importe les raisons pour lesquelles la personne le fait est que la personne ne te traite pas très bien. Et on a tendance, dans ces cas-là, à trop donner le bénéfice du doute et à trop dire oui, mais c'est parce que il est comme ci, puis il s'est cassé la jambe, puis tu comprends, il est très occupé, donc il fait beaucoup d'événements pro, donc il n'a pas trop le temps. Quelqu'un qui a envie et qui est sérieux, il trouve le temps, quoi qu'il arrive. Il est constant, il est régulier, il ne laisse pas le doute. Donc, il faut pas juger le fantasme de « Ah, il est beau, il est gentil, il aide les enfants. » Ce serait quelqu'un de génial pour moi. Non, c'est quelqu'un de génial pour toi si il te fait te sentir bien à chaque étape, que tu te sens en confiance avec cette personne, que tu as l'impression qu'il te traite bien, qu'il te considère. Après, bien sûr, on n'est pas forcément sérieux au premier rendez-vous parce qu'on ne sait pas trop si on a envie d'être avec la personne, mais on peut être respectueux et constant, dire ok, on se voit, donc tu te vois par exemple une fois par semaine, pendant 3 fois, et puis là après tu vois s'il y a feeling ou il n'y a pas feeling, quoi. Le deuxième truc que je conseillerais, c'est de se placer en tant qu'observateur, c'est-à-dire que quand on rencontre la personne qui nous plaît, on a le système nerveux qui se déclenche et on rentre en mode il faut que j'agisse pour que la personne ait envie d'être avec moi. Et ça, c'est contre-productif. Déjà parce qu'on s'épuise, on est dans ce mode urgence activée. On est déçu si ça donne rien derrière. Et en plus, si ça se trouve, de toute façon, la personne n'est pas une bonne personne avec qui faire ça parce que même nous, on n'a pas eu le temps de la juger vraiment sur qui elle est profondément et ses intentions avec nous. Donc, se placer en tant qu'observateur, ça veut dire que au lieu de toujours prendre les devants et de répondre en fait, c'est de prendre conscience de ce truc qui se joue avec ton système nerveux, et quand tu sens cette pulsion à absolument lui écrire et savoir ce qui se passe et absolument caler le prochain date, en fait, il faut faire un pas de recul. Il faut sortir. Alors, dans un premier temps, c'est juste lutter contre ce système nerveux activé et dire au lieu de prendre les devants et de répondre à cette urgence que me demande mon système nerveux, je vais accepter que la suite puisse ne pas être celle que j'ai envie qu'elle soit.
Je vais accepter que la personne puisse se désintéresser de moi, puisse ne pas me choisir, puisse décider de ne plus m'écrire et d'être dans une forme d'acceptation. Et donc, au lieu de absolument chercher à obtenir le truc qu'on veut, de dire, en fait, si ça doit se faire, ça se fera. Quelqu'un qui a envie va proposer. Tu peux proposer une fois, parce que voilà, qui est le premier à proposer, bon ça, il n'y a pas trop de règles, tu peux le faire une fois. Mais si 3 fois d'affilée, c'est toi qui proposes, alors c'est que tu prends trop les devants. L'idée, c'est d'être un peu c'est une petite danse, tu vois, un petit peu toi, un petit peu l'autre, un petit peu toi, un petit peu l'autre. C'est pas, tu fais rien, tu le laisses tout faire et tu le fais galérer de ouf. Et c'est pas, tu fais tout et t'es dans ton système nerveux d'urgence. En fait, dans ces 2 cas sont déséquilibrés. La danse, c'est, je donne un petit peu de moi, je montre mon intérêt, mais je laisse l'espace à la personne de répondre et de répondre. Et peut-être que ce qu'elle va répondre, ce n'est pas ce que j'aurais voulu entendre. Peut-être que la personne, elle va pas autant montrer d'intérêt que moi. Et ben ça, c'est un signe en fait, c'est un message en soi. Et sortir de cet attachement rapide, c'est accepter de perdre le contrôle, accepter de ne pas avoir le contrôle et de dire j'accepte en gros que ce qui doit arriver arrivera et ce qui ne doit pas arriver, si ça n'arrive pas, c'est que ça ne devait pas arriver. Et si la personne, elle revient pas vers toi, qu'elle t'écrit pas, qu'elle est pas sérieuse, et je sais à quel point on peut être frustré dans ces moments-là et qu'on est même avec du ressentiment, mais pourquoi il m'écrit pas, il avait dit ça, il avait dit ça. Mais en fait, il faut lâcher prise et dire en fait, ne pas écrire, c'est un message. C'est dire je ne suis pas vraiment intéressée. Et c'est très difficile à accepter et à entendre, surtout quand on a la blessure de rejet et le style d'attachement anxieux. Mais ce n'est pas parce que toi tu es intéressé par la personne que la personne est intéressée par toi, même s'il y a eu connexion au début. Une connexion d'un date ne fait pas une relation. Un autre truc aussi, c'est de te baser sur les faits et pas les paroles. Parce que c'est facile de dire oui, je t'adore, j'ai envie de construire quelque chose avec toi, j'ai envie de te voir, c'est vraiment que là je peux pas, mais j'ai vraiment envie. Mais si à un moment ça se matérialise jamais, c'est que la personne n'a pas vraiment envie. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font ça, soit par ego, parce qu'elles veulent garder sous le coude, soit de façon complètement inconsciente. Elles se rendent même pas compte que c'est ça qu'elles sont en train de faire. Elles ont peut-être des peurs elles-mêmes et elles préfèrent garder des gens autour d'elles. Enfin, peut-être qu'elles ont peur de s'engager, du coup elles veulent pas trop, mais à la fois elles ont quand même un peu envie d'avoir de l'attention, donc elles font ça. Mais en fait, c'est pas ton boulot de savoir pourquoi la personne fait ça, quelles sont ses blessures à elle, etc. Toi, ton boulot, c'est tes blessures, toi, tes difficultés. Et dans tous les cas, tu n'es pas là pour faire grandir la personne ou la sauver. Tu as besoin de trouver quelqu'un qui arrive au même niveau que toi au moment où tu es à ce niveau. Et tu as besoin d'être bien traité dans tous les cas. Donc, ça veut dire que 2 personnes qui ont de la dépendance affective peuvent se rencontrer et se mettre ensemble. Où tu as 2 personnes peuvent avoir envie d'être ensemble tout en ayant tout un tas de problèmes. Et du coup, d'avancer avec ces problèmes-là. Mais il faut pas que ce soit comme ça. C'est-à-dire où c'est toi qui donnes tout, toi qui veux tout, et l'autre qui veut pas grand-chose. Ça, c'est juste quelqu'un qui n'est pas assez intéressé. Ce qu'on appelle situationship en anglais. C'est en fait, t'es pas vraiment en relation, tu vois. Et un dernier truc que je veux dire sur la part de toi qui ne se sent pas aimée. Un exercice qui aide, qui est à la fois très simple et pas si simple, c'est que en fait ces blessures qu'on a en nous, c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur. C'est vraiment de l'ordre de l'émotionnel et c'est pas quelque chose qui vraiment se rationalise. Et en fait, ce qui aide, c'est de juste, tu te poses sur ton canapé, tu peux poser ta main ici ou près sur ton cœur ou quoi, et de juste penser au principe de je me sens pas aimée. Et tu vas voir que ça fait monter de l'émotion. Ça fait monter de la tristesse, ça fait monter de la douleur. Et la douleur, c'est la blessure. C'est différent de la tristesse. Mais parfois, la douleur et la tristesse sont entremêlées. Moi, en tout cas, ça m'a fait ça. Je ressentais de la tristesse, c'est-à-dire que ça me faisait pleurer, mais je ressentais aussi de la douleur. Genre, ça fait mal de pas se sentir aimé. Ça fait littéralement mal dans le cœur. Et en fait, rien que le fait de donner de l'espace à ça, et de dire
d'écouter cette part de nous qui se sent pas aimée, sache que sans rien faire d'autre, rien que ça aide à guérir. Parce qu'en fait, c'est une part de nous qui s'est pas sentie considérée, vue quand on était enfant. Et donc rien que le fait de créer cet espace et de soi-même écouter cette part de nous dans le cœur qui se sent mal de pas se sentir être aimé et de la laisser ressentir l'émotion et pleurer. Et de faire ça autant de fois qu'il faut, mais moi je l'ai pas fait tant de fois. Après ça s'est couplé à plein d'autres choses que j'ai faites, mais rien que ça fait que c'est comme si à chaque fois que tu le fais, ça vient guérir un petit peu la blessure, ça vient refermer un petit peu la plaie. Donc c'est ce que je t'invite à faire au-delà de comment agir quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît pour éviter de t'attacher trop vite. Bon, je suis désolée, c'était une vidéo super longue, c'était la première, je sais pas. Après, je parle beaucoup dans tous les cas, donc ça se trouve, elles seront toutes longues les prochaines. On va voir au fur et à mesure que j'en fais comment ça devient. C'était peut-être un petit peu fouillis aussi, je sais pas trop. On va la publier comme ça et puis on verra comment tout ça évolue. Si cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu retiens de cette vidéo en commentaire. Si ça t'a fait un déclic ou tu vois si tu te poses une question suite à ça, parce que toutes les questions que tu te poses, tous les blocages que tu rencontres, c'est des vidéos que je peux faire par la suite, tu vois, pour y répondre. Donc vraiment, n'hésite pas à me partager ce qui a fait écho. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait changer ta façon de penser? Ou est-ce que tu as des questions et tu te dis mais je vois pas comment changer ça? Ou tu vois, tu viens de vivre une expérience et t'as essayé de mettre en place ce que j'ai dit et ça n'a pas marché. Donc n'hésite pas tout ça à me le dire en commentaire. Ça pourra permettre de créer des nouvelles vidéos qui serviront non seulement à toi mais aussi à toutes les autres personnes qui partagent ce problème, car sache que tu n'es pas seule. J'ai vécu la même chose et mon ami avec qui je discutais hier vit la même chose actuellement et il y a plein de personnes qui vivent ça. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.